Rio est un orphelin sans défense qui a été envoyé dans les bas-fonds après que sa mère a été assassinée. Cependant, lorsqu'une déesse spirituelle à la poitrine généreuse lui accorde des pouvoirs magiques, il les utilise pour devenir surpuissant et écraser ses ennemis afin de se venger. Tout commence avec un garçon nommé Haruto qui se rend à l'université en bus avant que celui-ci ne perde le contrôle et ne se fasse percuter par un train. Pendant ce temps, dans un autre monde, un garçon fragile nommé Rio se réveille dans les bas-fonds et commence soudainement à avoir des souvenirs qui ne sont pas les siens. Il est tellement confus qu'il commence à se faire appeler Haruto. Mais alors qu'il lutte avec une crise d'identité, des hommes entrent dans la maison. Il s'assoit et commence à festoyer, et l'un d'eux dit à Rio d'aller se laver parce qu'il sent comme un spectateur de récap d'animé. Alors que Rio sort dehors, il a tellement faim qu'il commence à manger des cailloux. Les souvenirs de Haruto envahissent à nouveau son esprit, mais il se rappelle qu'il est Rio et qu'il vit dans ses bas-fonds pour venger sa mère. Après s'être souvenu de la façon dont elle a été morte, Rio essuie ses larmes et se rhabille. À ce moment-là, des femmes en robe blanche apparaissent et l'aînée, Vanessa, lui demande sévèrement s'il a vu une fille aux cheveux violets. Lorsque Rio hésite à répondre, la jeune fille nommée Celia comprend qu'il pourrait être intimidé et décide de lui parler poliment. Rio lui répond calmement qu'il ne l'a pas vue, alors quand Celia propose de fouiller les bas-fonds, Rio lui dit de ne pas le faire. Il explique que leur groupe se fera remarquer comme un modérateur Discord dans une salle de sport. Vanessa suggère donc qu'ils reviennent après s'être habillés comme des gens du peuple. Les autres filles, Christina et Rohanna, protestent, mais Vanessa insiste pour qu'elles repartent. Avant de partir, elle demande à Celia de vérifier les environs pour toute présence magique, ce qui pousse cette dernière à lancer un sort. Cela fait briller le corps de Rio, et Celia se rend compte qu'il déborde de magie, ce qui signifie qu'il a le potentiel de devenir un mage. Comme il ne détecte aucune autre présence, il décide de filer, mais pas avant de lui remettre un paiement pour les informations fournies. Après que Rio soit rentré chez lui, une personne masquée le poignarde soudainement à la poitrine, mais la bourse de pièces bloque l'impact du couteau. Sous le choc, Rio regarde autour de lui et découvre que tous les autres ont été poignardés à mort, tandis que l'homme masqué commence lentement à s'approcher de lui avec son couteau. Juste avant qu'il ne l'attaque, Rio aperçoit l'esprit d'une jolie femme qui apparaît pendant quelques secondes et lui apprend à utiliser sa magie. Après sa disparition, Rio commence à riposter contre l'homme masqué, utilisant la magie combinée au style de combat qu'il a hérité des souvenirs de Haruto. L'homme masqué utilise la magie pour renforcer ses capacités, mais Rio l'écrase avec son aura jusqu'à ce qu'il perde connaissance. À ce moment-là, il remarque quelqu'un attaché dans un sac et l'ouvre pour découvrir une fille aux cheveux violets qui le supplie de l'emmener au château avant de s'évanouir à cause de la scène horrible. Rio suppose qu'elle doit être la princesse que les autres filles recherchent, alors il décide de la porter jusqu'au château. En chemin, il croise les filles de tout à l'heure, mais Christina l'attrape par la chemise, l'accusant d'être un criminel. Cela pousse Vanessa à dégainer son épée, et elle ordonne à Rio de l'accompagner au château ou de finir sa partie ici. Après que Rio ait accepté, les gardes royaux envahissent sa maison et arrêtent l'homme qui avait kidnappé la fille. À ce moment-là, un homme dans la foule avale une pilule et le ravisseur meurt mystérieusement sur le champ. Pendant ce temps, Rio subit un interrogatoire éprouvant où Charles, le vice-capitaine des gardes royaux, l'interroge. Lorsque Rio nie toute implication dans l'enlèvement, Charles commence à le traiter comme une femme au foyer des années 90. Pendant ce temps, la fille kidnappée, la princesse Flora, reprend enfin connaissance et est soulagée de se retrouver dans sa chambre. Elle apprend alors de Vanessa que le garçon qui l'a sauvée est actuellement interrogé. Elle lui demande d'amener Rio, alors Vanessa et Celia arrivent et sont horrifiées de voir qu'il a été plié comme une chaise de jardin. Au début, Charles est fier de son œuvre, mais lorsqu'il apprend que Rio a sauvé la vie de Flora, il commence à transpirer et ordonne à ses hommes de le libérer. Après que Celia l'a soigné, Rio se réveille dans un lit confortable et est surpris de constater que toutes ses blessures ont disparu. Celia s'excuse pour ce qu'il a enduré et Rio réalise soudain qu'elle est la même fille à qui il a parlé devant chez lui. Elle lui révèle également qu'il aura une audience avec le roi qui le récompensera d'avoir sauvé sa fille en l'inscrivant à l'académie de magie. Après avoir conduit Rio auprès du roi, Celia l'emmène à l'académie de magie et lui demande de venir dans son laboratoire après les cours afin qu'elle puisse lui enseigner quelques bases. Avant de l'emmener en classe, elle lui explique que la plupart des élèves ici sont des princesses incognito et qu'elle risque de ne pas beaucoup l'apprécier. Dès qu'il entre dans la classe, les élèves commencent à le regarder comme s'il était un végétarien à un barbecue. Et dès qu'il se présente, ils commencent déjà à se moquer de lui. Alors qu'il s'installe, Celia commence le cours et demande aux élèves de noter les problèmes, bien qu'elle dise à Rio de ne pas se mettre la pression. Après la fin des cours, Rio se rend au laboratoire de Celia, mais lorsqu'il frappe à la porte, Celia l'ouvre brusquement et lui dit de lire le panneau « Ne pas déranger ». Cependant, dès qu'elle se rend compte que c'est Rio, elle l'invite à entrer et il remarque que son laboratoire ressemble à une véritable zone sinistrée façon Skibidi Bomb. En entrant, il remarque qu'elle paraît très jeune pour une professeure et Celia lui révèle qu'elle a en réalité le même âge que lui, ce qui le choque. Après quelques politesses, elle lui donne des exercices de mathématiques, que Rio résout sans difficulté.
Impressionnée par ses compétences, elle lui révèle que son intelligence est comparable à celle de Christina, la même tarée qui lui a mis une claque plus tôt. Ce que Celia ignore, c'est que les souvenirs de Ryo ont été fusionnés avec ceux de Haruto, qui était étudiant à l'université dans sa vie. Celia lui demande où il a appris à faire des maths et il ment en disant que c'est sa mère qui lui a tout appris. En servant le thé, elle demande à Ryo s'il a eu des problèmes lors de son premier jour, mais il répond que tout s'est plutôt bien passé. Il lui demande alors de lui recommander quelques livres afin qu'il puisse s'exercer avec le nouvel alphabet de ce monde. Pendant l'entraînement au combat, le professeur remarque que Ryo est plutôt doué et lui demande de le frapper de toutes ses forces. Alors que Ryo se concentre, les souvenirs de Haruto concernant la pratique des arts martiaux prennent le dessus et il attaque le professeur de toutes ses forces. Ses compétences à l'épée sont tellement impressionnantes que toute la classe s'arrête, comme lors d'un événement en direct sur Fortnite, et après avoir pris le professeur par surprise, il gagne le respect de ce dernier. Le vieil homme dit qu'il a le potentiel pour devenir chevalier, mais lorsque Ryo répond qu'il n'est pas intéressé, toute la classe est choquée. Plus tard, alors qu'il étudie pour les examens à la bibliothèque, Celia lui demande d'y aller doucement puisqu'il vient tout juste d'arriver. Le jour de l'examen, tandis que les autres peinent avec les questions, Ryo écrit comme une machine. Après être sorti de la salle, il voit les élèves vaquer à leurs occupations, ce qui lui rappelle l'époque où une fille nommée Miharu a trahi Haruto. Il se souvient de son ami d'enfance, Miharu, à qui il avait promis de se marier. Mais lorsqu'ils sont arrivés à l'université, elle s'est trouvée un autre homme, ce qui lui a brisé le cœur. Alors que les souvenirs affluent, Ryo retourne à son dortoir, attristé par la tragique histoire d'amour entre Miharu et Haruto. Cependant, il se fâche car rien de tout cela ne devrait le concerner, puisqu'il est Ryo. Lorsque les résultats des tests sont publiés, Ryo obtient le même score que Christina, la meilleure élève de leur classe, à la grande surprise de tous. Alphonse, le tier 3 des fans de Christina, commence à l'accuser de tricherie. Mais Rohana et Christina le réprimandent toutes les deux pour avoir lancé des accusations sans fondement. C'est alors que Celia arrive elle-même et annonce à tout le monde que Ryo a travaillé très dur. Mais même alors, Alphonse refuse de l'accepter. Plus tard, dans son laboratoire, elle félicite Ryo pour avoir obtenu la première place, mais elle s'inquiète que les élèves commencent à lancer des fils de haine sur Reddit contre lui. Ryo lui demande si elle a subi le même traitement lorsqu'elle était étudiante et Celia admet que les nobles de haut rang lui causaient parfois des ennuis. Elle dit qu'elle avait des amis qui l'aidaient et Ryo répond qu'il ira bien lui aussi parce qu'il l'a, elle. Le jeu de séduction de Ryo est tellement fort qu'il fait rougir Celia. Mais elle est flattée d'apprendre qu'il la considère comme une amie plutôt que comme une professeure. Après quelques taquineries, Ryo lui dit qu'il viendra la voir s'il a un jour besoin d'une amie, ce qui la rend heureuse. Elle lui dit qu'il pourra pleurer sur sa poitrine si besoin. Et Ryo plaisante en disant qu'il n'y a pas grand chose à ce niveau-là. Ce qui la fait rire. 5 ans plus tard, lors d'un entraînement au combat, le professeur annonce qu'un tournoi d'exhibition va avoir lieu et qu'il a besoin des 3 meilleurs élèves comme soigneurs. Il choisit Alphonse, Stuart et Ryo, et même si la sélection de Ryo suscite la controverse, le professeur reste ferme. Au laboratoire, Celia révèle qu'il peut être repéré par les chevaliers avant l'obtention de son diplôme s'il s'en sort bien, mais il répond fermement qu'il n'est pas intéressé. Celia remarque alors qu'il est devenu plus grand qu'elle, mais il plaisante en disant qu'elle reste toujours une petite. Elle lui demande alors ce qu'il compte faire après l'obtention de son diplôme et Ryo répond qu'il pense aller prendre l'air. Réalisant qu'il pourrait quitter le pays, Celia lui propose un emploi au laboratoire, lui rappelant qu'il est vraiment doué pour garder cet endroit propre. Ryo dit qu'elle va bientôt se marier et que ça ne ferait pas bonne impression d'avoir un roturier dans son laboratoire. Celia répond qu'elle n'a pas l'intention de se marier de sitôt, mais Ryo dit calmement que beaucoup seront intéressés parce qu'elle est une femme charmante, ce qui la fait rougir. Elle lui demande alors où il ira et il répond qu'il ira dans le pays natal de ses parents, Yagumo. Il se souvient que sa mère lui en parlait et lui avait promis de l'y emmener quand il serait grand. Et Celia peut voir la douleur qu'il cache derrière son sourire maintenant qu'elle est à la tête. Quelques semaines plus tard, le tournoi commence et un chevalier nommé Alfred officie comme arbitre. Alors que Ryo est appelé dans l'arène, il croise Alphonse en chemin, qui lui dit de ne pas craquer sinon toute leur classe sera humiliée. En entrant dans l'arène, il est choqué de voir que son adversaire est Charles, le même gars qu'il a torturé il y a 5 ans. Le combat commence, et malgré le fait d'affronter un guerrier chevronné, Ryo tient bon, ce qui pousse Charles à l'attaquer de façon imprudente. Cependant, Ryo utilise cela contre lui et le désarme, ce qui pousse Alfred à le déclarer vainqueur. Charles commence à chercher des excuses, mais Alfred lui dit d'arrêter de faire sa mauviette et d'accepter la défaite comme un vrai homme. Ce soir-là, Charles se saoule avec son ami Reis, lui racontant que Ryo est le même garçon qui avait été accusé d'avoir enlevé la princesse il y a 5 ans. Ce qu'il ignore, c'est que Reis est en réalité le mystérieux individu qui a mis fin au jour du véritable ravisseur dans la foule. Le lendemain, Celia attend impatiemment Ryo pour pouvoir le féliciter en personne. Elle le voit alors se diriger vers l'arrière où une fille lui remet une lettre d'amour, ce qui blesse Celia. Ce soir-là, elle passe en revue les projets de fin d'études des élèves, surprise de voir que Ryo n'en a écrit aucun.
Le lendemain, pendant le cours, Celia demande aux élèves de faire quelque chose d'aussi basique que de contrôler leur pouvoir magique, et Alphonse pense qu'elle fait cela spécialement pour Rio puisqu'il est roturier. Elle gère la situation avec calme, demandant à Alphonse et à son ami Stuart de démontrer leurs compétences. Une fois qu'ils l'ont fait, elle utilise la magie pour fermer les rideaux et les surpasse facilement. Après le cours, Stuart félicite Celia pour sa démonstration plus tôt, puis accuse Rio d'être un pervers devant elle pour le discréditer. Cependant, Celia lui dit de ne pas lancer d'accusations sans preuve. Et Rio sort calmement sans rien dire, ce qui rend Flora triste. Christina lui dit de ne pas se mêler de ses affaires, mais Flora se sent toujours mal, car elle ne l'a même pas remercié de l'avoir sauvée. Plus tard, la classe se réunit pour un entraînement en plein air, et Rohanna dit à Flora de ne pas s'inquiéter car tous les monstres les plus puissants ont déjà été éliminés. Les élèves sont alors informés qu'ils doivent traverser les montagnes en empruntant le chemin le plus court possible, en évitant autant de monstres qu'ils le peuvent. Rohanna fait alors remarquer qu'ils pourraient ne pas avoir assez de temps, mais Stuart et Alphonse utilisent leur relation avec l'armée pour faire baliser par celle-ci le chemin le plus sûr à travers la zone. Au début de l'opération, Stuart confie à Rio la tâche de porter les bagages de tout le monde, et Rio s'exécute sans faire d'histoire. Flora lui demande gentiment s'il aimerait qu'on l'aide, mais il lui répond calmement de ne pas s'en faire. Elle se tourne alors vers Christina et lui dit que c'est du racisme flagrant envers Rio. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une horde de gobelins surgit de nulle part. Alphonse, en tant que commandant, dit aux garçons de rester calmes et leur donne des instructions sur la façon d'aborder la situation, ce qui leur permet de surmonter l'obstacle sans difficulté. À ce moment-là, il voit Rio regarder dans la direction opposée, sans savoir que Rio a détecté une autre présence derrière eux. Alors que Ray s'observe depuis l'ombre, il se rend compte que Rio est bien plus compétent qu'il ne l'imaginait. Alors qu'ils poursuivent leur chemin, Alphonse les guide avec assurance hors de la forêt, mais ils tombent sur une falaise qui n'était pas indiquée sur la carte. Christina lui demande ce qu'il compte faire maintenant, mais avant qu'il ne puisse ne répondre, le groupe est attaqué par des orques. Lorsque les orques leur lancent des lances, Stuart en reçoit une dans la jambe et trébuche sur Flora, la faisant tomber de la falaise. Rio remarque cela et saute à sa poursuite, utilisant la magie pour la projeter vers le haut tandis qu'il tombe dans la forêt. Avant que les autres ne puissent aller voir comment il va, les orques intensifient leurs attaques, alors ils se mettent en formation pour se défendre. Avec l'aide de Christina et des autres, l'escouade parvient à éliminer les orques, et Rio, qui se trouve en bas dans la forêt, entend leurs acclamations d'en haut. Bien qu'il atterrisse comme un Super Saiyan chevronné, Rio ne comprend pas ses propres pouvoirs magiques et craint que les autres ne se méfient de lui s'il sort indemne. Pendant ce temps, les élèves commencent à discuter de la façon dont Flora a été projetée du haut de la falaise et Stuart, ne voulant pas assumer la responsabilité, rejette toute la faute sur Rio. Alphonse ajoute qu'il a dû sauter parce qu'il ne voulait pas vivre avec le crime d'avoir presque mis fin à la partie pour la princesse, mais Flora essaie de faire valoir que rien de tout cela ne s'est produit. Finalement, il décide de laisser tomber et de passer à autre chose, mais Flora ne veut pas abandonner Rio. Elle jure de l'aider, même si cela signifie être laissée pour compte, mais Christina et Rohanna essaient de lui faire entendre raison. À ce moment-là, un minotaure musclé apparaît, et même la boule de foudre de Christina ne lui fait aucun dégât. Alphonse suggère d'utiliser lance de glace, mais lorsque cela échoue aussi, il dit à l'équipe de filer d'ici au plus vite. Christina et Rohanna partent car elles pensent que Flora s'est déjà échappée, sans savoir qu'elle est retournée dans la forêt pour soigner les blessés. À ce moment-là, elle entend le minotaure s'approcher d'elle et se prépare à encaisser, mais Rio apparaît soudainement et tranche la main du minotaure. Flora traîne rapidement l'élève blessé à l'écart et Rio dévie l'attaque du minotaure comme s'il était un vétéran de Sakharov. Finalement, il trouve une ouverture et abat le monstre. Mais lorsque les autres arrivent, il décide de s'enfuir avant que quelqu'un ne le voie. Pendant ce temps, Reiss remarque sa capacité à utiliser les arts spirituels et comprend que Rio vient de la région de Yagumo. À l'académie, Celia s'apprête à entrer dans le bureau du directeur lorsqu'elle surprend une conversation à propos de Rio. Il dit que Rio a disparu, et même si Flora prend sa défense, ils ne peuvent pas laisser Stuart être accusé car cela entacherait le nom de sa famille. Ainsi, il décide de faire passer Rio pour le coupable et demande au duc Huguenot de s'occuper de l'affaire. Cette nuit-là, Rio s'introduit discrètement dans le laboratoire de Celia et elle le serre immédiatement dans ses bras, lui expliquant qu'elle était morte d'inquiétude. Plus tard, elle lui apprend qu'il a été accusé à tort, mais Rio l'accepte calmement car il sait que seuls les puissants décident de ce qui est bien ou mal. Il remercie alors Celia pour tout ce qu'elle a fait pour lui au cours des dernières années, et c'est pour cela qu'il est venu lui dire un dernier adieu. Il lui promet de lui écrire des lettres sous un pseudonyme, et lorsqu'elle lui demande lequel, il lui révèle que ce sera Haruto. Elle lui demande alors si elle le reverra un jour, et Rio lui promet qu'ils se retrouveront à l'avenir. Après une chaleureuse étreinte, elle le laisse partir avec un sourire. Mais dès qu'il s'en va, Celia s'effondre en larmes. Elle se remémore tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble, depuis leur première rencontre jusqu'à leur amitié naissante. Après le départ de Rio, Huguenot rend visite aux cellules et demande à l'une de ses assassines, Latifa, de retrouver et d'éliminer Rio en utilisant l'odeur sur son uniforme.
Pendant les jours suivants, Ryo traverse la forêt en courant comme Naruto, évitant les monstres et suivant la carte jusqu'à atteindre le royaume voisin de Jelaharok. À la porte principale, il remarque un panneau d'avis de recherche et décide de rester discret sans se douter que Latifa le suit. En traversant la ville animée, il tombe sur une boutique qui vend des pâtes et apprend que c'est la gouverneure Liselott qui a eu cette idée. Ryo commande un bol pour lui et le goût lui rappelle le monde de Haruto, ce qui le pousse à se demander si Liselott vient du même monde que Haruto. Une fois qu'il a terminé, il demande au commerçant où il peut en trouver davantage et l'homme lui indique la guilde des marchands de Rika. Une fois sur place, il voit des gens manger du manju, un autre plat venant du monde de Haruto. En entrant, il est accueilli par une employée nommée Lotte, qui lui fait faire le tour des lieux en lui montrant toutes sortes de mets qu'il n'a jamais vus auparavant. Plus tard, alors qu'on lui sert du thé noir, il se rappelle tous ces moments où il le partageait avec Celia. Il demande alors à Lotte si elle a utilisé des feuilles de lise et elle répond que oui, révélant qu'ils offrent à leurs clients des produits de la plus haute qualité afin d'assurer plus de ventes. Plus tard, pendant que Lotte emballe ses affaires, Ryo laisse une lettre à Celia pour lui faire savoir qu'il ne pourra pas écrire pendant un certain temps, mais qu'il est sain et sauf. Après son départ, l'assistante de Lotte l'appelle par erreur par son vrai nom, Liselott, mais elle lui rappelle rapidement qu'elle est sous couverture. Sur ce, Ryo poursuit sa route avec beaucoup de provisions lorsqu'il tombe sur une fille inconsciente dans la forêt. Il s'arrête pour l'observer, mais il s'avère qu'il s'agit de Latifa, qui tente de lui tendre une embuscade. Il parvient à éviter ses attaques, mais se fait injecter une fléchette empoisonnée, ce qui trouble sa vision. En réalisant qu'elle est une fille bête, il utilise la magie de guérison pour stopper le poison afin de pouvoir l'affronter à pleine puissance. Au début du combat, Ryo se rend compte qu'elle est extrêmement rapide même sans renforcer son corps, ce qui signifie qu'une seule erreur lui serait fatale. Les deux continuent d'échanger des coups jusqu'à ce que Ryo remarque qu'elle se concentre trop sur ses couteaux. Cela lui donne l'occasion d'attaquer ses points faibles et il finit par la désarmer et la plaquer au sol. Pensant qu'elle va mourir, Latifa se met à crier pour appeler sa mère. Alors Ryo utilise la magie pour l'endormir avant qu'elle n'attire quelqu'un. Il remarque alors un collier de soumission autour de son cou et comprend qu'elle est forcée d'agir contre sa volonté. En utilisant un sort qu'il a lu dans un livre, Ryo brise le collier et a soudain un flashback de Haruto voyant une petite fille dans le même bus qui a causé sa mort. Il s'avère que cette fille s'est réveillée dans le corps de Latifa, qui était une jeune esclave de Stewart et de sa famille. Pour la soumettre, il lui a mis un collier autour du cou qui l'étranglait chaque fois qu'elle refusait d'obéir à l'un de ses ordres. Lorsqu'elle se réveille, Ryo lui dit calmement que si elle l'attaque à nouveau, il pourrait être obligé de lui ôter la vie. Sous l'effet de son aura, Latifa devient immédiatement soumise et accepte d'arrêter. Ryo lui montre alors le collier brisé, et lorsqu'elle se rend compte qu'il n'est plus autour de son cou, elle fond complètement en larmes. Une fois qu'elle s'est calmée, Ryo lui demande doucement qui lui a donné l'ordre, et elle répond avec hésitation qu'elle ne connaît pas le nom de son maître. Ce qu'elle sait, en revanche, c'est le nom de la personne qui la torturait et l'entraînait, et elle lui dit qu'il s'agissait de Stewart. Ryo comprend enfin que cette famille a envoyé un assassin à ses trousses pour sauver l'image de leur fils, alors il demande fermement à Latifa si elle compte encore l'attaquer. Lorsqu'elle répond non, Ryo lui dit qu'elle est libre de partir et que son équipement se trouve juste derrière elle. Comme les filles bêtes sont généralement réduites en esclavage dans le royaume, il lui conseille d'aller vers l'ouest, dans une terre où humains et demi-humains vivent ensemble en harmonie. Sur ce, Ryo poursuit sa propre route, mais il se rend compte que Latifa le suit. Il lui demande pourquoi elle est encore là et elle exprime son désir de l'accompagner. Ryo lui dit fermement qu'il n'a pas brisé ce collier dans l'intention de la sauver ou de la servir, mais simplement parce qu'il ne voulait pas lui ôter la vie. Cependant, Latifa, qui a été emprisonnée toute sa vie, ne sait ni où aller ni quoi faire. Malgré tout, Ryo lui rappelle qu'elle a essayé de lui ôter la vie plus tôt et qu'il ne peut pas garantir qu'elle ne recommencera pas. Latifa est tellement désespérée qu'elle lui tend le collier, lui demandant de le remettre autour de son cou pour s'assurer qu'elle ne l'attaquera plus jamais. La voir dans cet état touche Ryo, alors il accepte de la laisser l'accompagner. Peu après, ils font une pause pour se remplir l'estomac et Ryo lui prépare un sandwich aux légumes et au fromage, qu'elle engloutit en larmes. Elle lui confie qu'elle n'a mangé que de la nourriture pour animaux jusqu'à présent, et Ryo la réconforte, lui promettant qu'il ne la traitera pas ainsi. Sur ce, ils poursuivent leur voyage et atteignent la nature sauvage. Lorsque Ryo remarque que Latifa est fatiguée, il décide d'installer le campement, puisqu'ils ont déjà franchi la frontière. Cette nuit-là, Celia reçoit une lettre de Ryo, et après l'avoir lue, elle souhaite qu'où qu'il soit, il soit sain et sauf. Pendant ce temps, Ryo décide de préparer des spaghettis pour le dîner, et Latifa s'enthousiasme en les voyant. Il se demande comment elle sait ce que sont les spaghettis, mais lorsque Latifa ne parvient pas à donner une réponse satisfaisante, il soupçonne qu'elle pourrait avoir des souvenirs d'un autre monde, tout comme lui. Cette nuit-là, Latifa commence à marmonner dans son sommeil qu'elle veut retourner à Tokyo, ce qui confirme les soupçons de Ryo. Le lendemain, Latifa se réveille avant Ryo et se rend compte qu'il ressemble beaucoup au garçon qu'elle a vu dans le bus avant l'accident. Quand Ryo se réveille, elle lui demande si elle peut l'appeler Onishan, et Ryo répond que cela ne le dérange pas.
Il réfléchit au fait qu'elle était si jeune lorsqu'elle est morte puis qu'elle a été réduite en esclavage dans ce monde, alors il se donne pour mission d'apaiser son cœur. Et ainsi, le duo continue d'avancer à travers pratiquement tous les biomes de Minecraft tout en renforçant leurs liens chaque jour. Proches de leur destination, ils installent un autre camp dans la forêt et, lorsque Latifa recommence à faire des cauchemars, Rio utilise la magie pour l'apaiser. Lorsqu'il remarque quelqu'un à l'extérieur, il quitte la tente et découvre un loup dehors. À ce moment-là, il est aveuglé par un flash et pris en embuscade par 4 demi-humains, alors il utilise sa magie pour se défendre. S'adressant à eux en tant que demi-humain, il leur dit qu'il vient en paix et souhaite discuter. Bien qu'ils ne fassent pas confiance à son espèce, ils finissent par accepter sa proposition puisqu'ils sont en supériorité numérique. Pendant qu'Orphia et Alma partent explorer les environs, Sarah et Uzuma restent pour lui parler. Sarah s'approche de lui et commence par lui dire que c'est raciste de les appeler des demi-humains, alors il s'excuse avant qu'il ne le cancel sur Twitter. Alors qu'il se présente, Orphia et Alma aperçoivent Latifa dans sa tente et révèlent qu'il a utilisé les arts spirituels pour l'endormir. Sans réfléchir, Uzuma se penche en avant et le fait tomber, l'accusant d'avoir tripoté l'un des leurs. Alors qu'elle continue de l'attaquer, Rio leur demande pourquoi ils sont aussi agressifs et Sarah explique qu'il est suspecté d'enlèvement. Il essaie d'expliquer qu'elle est ici de son plein gré, mais Uzuma refuse de lui faire confiance et continue de l'attaquer. Finalement, le jeu du nombre entre en scène et les demi-humains parviennent à le maîtriser. Après avoir activé le mode avion, Rio se retrouve flottant dans une étendue d'eau infinie et la jeune fille esprit qu'il avait vue plus tôt apparaît devant lui. Il lui demande qui elle est, mais elle répond qu'elle ne le sait pas. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est liée à Haruto. Après qu'elle lui ait dit au revoir, Rio voit alors Miharu devant ses yeux et se réveille en prononçant son nom. Il se retrouve enchaîné sur un lit et Latifa accourt aussitôt, lui saute dessus en pleurant car elle pensait qu'il était mort. À ce moment-là, les demi-humains aperçus plus tôt entrent dans la pièce avec un air désolé, rejoints par une personne plus âgée qui s'excuse auprès de Rio en leur nom. Lorsque Latifa dit qu'elle ne leur pardonnera pas si facilement, toutes les filles se mettent à genoux pour s'excuser à nouveau et Rio leur pardonne car il ne s'agissait que d'un simple malentendu. Alors qu'Orphia le détache, la femme plus âgée lui dit qu'il recevra des excuses officielles des anciens le lendemain et qu'en attendant, il peut utiliser cette chambre pour se reposer. Le lendemain, Rio la suit en haut de l'arbre qui abrite toute leur civilisation et elle lui en montre un autre, l'arbre monde qui renferme l'esprit de Dryas. Elle lui demande alors s'il a déjà eu un professeur d'art spirituel, mais il répond qu'il a appris grâce à YouTube. Après cela, elle l'emmène à la réunion du conseil où le doyen des demi-humains, Sildora, l'accueille. La femme qui l'a suivi s'appelle Ursula, et le clone déprimé de Gandalf s'appelle Dominique. Alors que Rio se lève pour se présenter, Sildora et les autres s'inclinent et lui présentent des excuses officielles pour les désagréments qu'il a subis plus tôt. Ils souhaitent également lui offrir quelque chose pour lui témoigner leur gratitude, mais comme ils ne savent pas ce qu'ils désirent, ils lui demandent de formuler un vœu. Rio leur demande calmement de prendre Latifa sous leur protection, et Ursula révèle qu'ils avaient de toute façon prévu de le faire. Comme Latifa est attachée à lui, elle lui demande aussi de rester un peu dans leur village pour qu'elle puisse s'y habituer. Rio accepte de rester et leur demande même de lui attribuer un professeur afin qu'il puisse apprendre davantage sur les arts spirituels auprès d'eux. À ce moment-là, un esprit aux cheveux verts apparaît dans la pièce et Ursula s'adresse à elle en l'appelant Dame Dryas. Dryas se prend immédiatement d'affection pour Rio, remarquant qu'il possède un esprit faible en lui. Elle lui demande s'il a conclu un pacte avec cet esprit et Rio répond qu'il n'en a aucune idée. Cependant, lorsqu'il apprend que la capacité d'un humain à utiliser la magie est grandement limitée par un pacte, il commence à penser qu'il en a peut-être conclu un sans s'en rendre compte. Dryas demande s'il peut jeter un coup d'œil et, lorsqu'il accepte, elle lui prend doucement le visage entre ses mains, ce qui fait sortir son cornichon. Dryas révèle alors qu'il a en lui un esprit très rare en forme humaine, et que ces esprits capables de prendre forme humaine sont parmi les plus puissants qui existent. Elle ajoute qu'il y avait autrefois 6 de ces esprits, mais qu'ils ont tous disparu après la guerre du démon divin il y a 1000 ans. Rio se tourne vers les anciens et leur demande si cela change quelque chose, et ils répondent qu'ils devront peut-être le traiter comme un saint, tout comme ils le font avec Dame Dryas. Après la réunion, Rio est conduit à sa nouvelle maison dans le village, et Latifa lui fait visiter les lieux comme s'il s'agissait d'un hôtel 5 étoiles. Alors qu'ils s'apprêtent à manger, ils apprennent que la nourriture qu'ils dégustent provient de la région de Yagumo. Après qu'ils ont fini de manger, Sarah révèle qu'elle, Orphia et Alma ont reçu l'ordre de vivre ici et de le servir. À ce moment-là, Ursula arrive pour demander sa permission, mais il s'inquiète que les autres n'apprécient pas de les voir vivre avec un humain. Cependant, Ursula pense que si les autres le voient vivre paisiblement avec les leurs, ils finiront par l'accepter plus rapidement. De plus, si Latifa vit sous le même toit que les autres de son espèce, il lui sera plus facile de rester ici lorsqu'il décidera de partir. Rio accepte de les laisser rester et leur demande d'arrêter de l'appeler Monsieur. Alors il décide de l'appeler Maître à la place. Par la suite, les filles lui font visiter les lieux et, après une année entière, il devient un membre pleinement accepté de leur communauté.
Pendant ce temps, Reis arrive dans un désert avec son subordonné et lui demande de garder une grotte pendant qu'il va récupérer quelque chose de précieux à l'intérieur. Peu après, Reis revient avec un œuf gigantesque et le remet à son subordonné, lui disant que cela les aidera à renforcer leur puissance militaire. Alors qu'ils rentrent chez eux à dos de griffon, Reis remarque une horde de wyverns les suivant, affichant un sourire en coin. Plus tard, tout le monde se réunit devant l'arbre pour célébrer le premier anniversaire de Rio dans ce village et pour assister à la bénédiction de Lady Dryas, qui donne un baiser de bénédiction à Rio et Latifa. Après la cérémonie, le village organise un festin nocturne, et Rio se retrouve coincé entre les filles. Sarah et Orphia ont un peu trop bu de bière, alors elles deviennent très tactiles avec Rio, ce qui rend Latifa jalouse. Peu après, Alma arrive et leur dit de ne pas déranger Rio, mais elle réplique qu'elles veulent être plus proches de lui. Elles ajoutent que, même si Latifa les considère comme sa famille, lui, en revanche, ne les a pas encore pleinement acceptées. Se rendant compte qu'elles se sentent exclues, Rio promet de mieux les traiter, ce qui les rend toutes heureuses. Après leur départ pour boire encore plus, Ursula arrive et fait remarquer que Latifa semble vraiment heureuse ici. Rio dit qu'il vaut mieux qu'il lui parle maintenant car il doit bientôt partir, mais cela risque d'effacer son sourire. Non loin de là, Reis et son subordonné décident d'installer un camp et Reis choisit d'explorer les environs. Avant de partir, il tend à l'homme une pilule rouge et lui demande de l'avaler, expliquant que cela lui permettra de localiser sa position au cas où il aurait des ennuis. Après cela, il s'envole et voit que les wyverns les suivent toujours, ce qui fait partie de son plan. Pendant ce temps, Rio emmène Latifa se promener et lui demande si elle aime vivre ici. Lorsque Latifa répond oui, il reste silencieux un instant, puis lui annonce qu'il est temps pour lui de quitter le village. Alors qu'elle l'écoute, choquée, il lui explique que sa destination initiale a toujours été vers l'est. Latifa veut l'accompagner, mais il refuse car il n'est jamais allé là-bas auparavant et cela pourrait être trop dangereux. Submergée par l'émotion, Latifa s'enfuit, laissant Rio remettre en question sa décision. Pendant ce temps, Lady Dryas remarque une présence étrange dans la barrière et en informe les anciens, qui convoquent rapidement une réunion pour discuter du danger qui approche. Alors qu'ils envoient Sarah et les filles en éclaireuse, Reis retourne à la grotte des wyverns, qui est remplie à ras-bord d'œufs tandis que les wyverns poursuivent l'œuf manquant qu'il a laissé dans la forêt. Pendant qu'ils volent ses œufs un à un, Sarah et son escouade survolent l'étang et aperçoivent le subordonné de Reis avec un griffon. Avant d'atterrir, Sarah leur demande de ne pas engager le combat, mais le type coupe immédiatement la corde du griffon et tente de s'enfuir, ne leur laissant pas d'autre choix. Alors que le griffon vole en direction du village, ils décident de le poursuivre, mais sont interrompus par les wyverns. Les filles déduisent rapidement que les wyverns cherchent à récupérer leur œuf volé, alors Sarah leur ordonne d'arrêter cela avant que le village ne soit endommagé. Pendant ce temps, dès que Reis a fini de piller la grotte, il avale une autre pilule rouge, ce qui met fin à la partie pour son subordonné. Alors qu'il tombe du griffon, l'œuf atterrit dans la forêt juste à côté de Latifa, pour des raisons de commodité scénaristique. C'est alors que l'alpha des wyverns apparaît et suppose que c'est elle qui a cassé l'œuf. De retour au village, Rio apprend que la cérémonie est annulée à cause d'une attaque de wyvern, alors il court immédiatement dans la forêt pour s'assurer que Latifa va bien. Alors que Latifa se fait malmener par la wyvern, Alma arrive rapidement et utilise sa magie pour détourner ses attaques. Quand elle essaye d'affronter la wyvern de front, elle se rend compte qu'elle n'est pas assez forte et se cache. Cependant, Latifa apprend que le village est en danger, alors elle se sert d'appât pour attirer la wyvern loin des habitants. Peu après, Rio arrive lui aussi et elle s'excuse d'avoir fui ainsi. Avec le boss final sur place, le combat devient plutôt facile puisque Rio bat la wyvern à main nue. En dernier recours, la wyvern tente de lancer une boule de feu vers le village, mais Rio la fait entrer en collision avec sa propre boule de feu et force l'explosion dans la gueule de la wyvern, ce qui provoque sa mort. Une fois l'alpha tombé, les autres wyverns s'enfuient et Rio est rapidement rejoint par le reste des filles. Alma leur dit que Rio a vaincu la wyvern tout seul, mais l'homme agit comme si c'était un mardi ordinaire pour lui. Sarah révèle alors que les wyverns sont des créatures intelligentes qui n'affrontent pas quelqu'un qu'elles ne peuvent pas vaincre, et puisque Rio a abattu leur alpha, elles ont décidé de décamper. Le lendemain, Latifa s'excuse pour son comportement de la veille au soir, révélant qu'elle savait déjà qu'il devrait partir un jour. Elle pense aussi qu'elle est une source d'ennui pour Rio, et que c'est pour cela qu'il veut partir. Après que Rio lui ait assuré que ce n'était pas le cas, elle le serre fort dans ses bras et dit qu'elle veut rester sa petite sœur pour toujours, même lorsqu'ils ne seront pas ensemble. Il lui explique alors qu'il va à Yagumo parce que c'est de là que viennent ses parents et qu'il pourrait y retrouver d'autres membres de sa famille. Finalement, Latifa décide de lui avouer qu'elle est déjà morte une fois et qu'elle a été réincarnée dans ce monde, mais elle est choquée d'apprendre que Rio est dans la même situation qu'elle. Il ne lui en avait pas parlé auparavant, mais son état mental n'était pas très stable lorsqu'ils se sont rencontrés, et aussi parce qu'il ne voulait pas avoir de regrets concernant sa vie précédente. Latifa lui demande s'il pense encore au Japon, et Rio admet que oui, mais il a décidé depuis longtemps d'oublier Haruto et de vivre en tant que Rio dans ce monde. C'est pourquoi il veut se rendre à Yagumo. Le lendemain, Rio décide de quitter le village, et les anciens se réunissent pour lui dire au revoir.
Dominique lui offre une épée en mithril et une armure solide en cadeau d'adieu. Ursula lui donne des médicaments elfes, tandis que les hommes bêtes lui fournissent beaucoup de nourriture et de boissons. Rio se rend compte que c'est un peu trop à porter pour lui, alors Soldor lui accorde une cache spatio-temporelle, un objet magique qui fonctionne comme un inventaire de jeux vidéo. Après avoir dit au revoir, Rio s'envole enfin, laissant Latifa en larmes. De retour dans le laboratoire de Celia, elle se rend compte qu'elle n'a reçu aucune lettre de Rio et se demande s'il va bien. À son insu, Rio est déjà arrivé à Yagumo. 2 semaines plus tard, Rio cherche toujours des indices concernant ses parents, et même s'il n'a pas eu de chance jusqu'à présent, il sait qu'il vient d'ici car tout le monde ici a les cheveux foncés. Peu après, Rio trouve 2 jeunes filles, Sayo et Ruri, en train de travailler dans les champs et leur demande de l'emmener voir la chef du village. Ruri révèle que sa grand-mère est la chef, alors elle l'emmène immédiatement la voir. Une fois sur place, Rio se présente et révèle qu'il a voyagé à travers de nombreux pays pour arriver ici. La vieille femme se présente sous le nom de Yuba et lui demande pourquoi il est là, et il répond qu'il est venu chercher quelqu'un qui vivait autrefois ici. Yuba l'invite à entrer et il lui raconte que ses parents vivaient ici il y a environ 15 ans. Rio prononce alors leurs noms, Zen et Ima, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Yuba renvoie les filles car elle ne veut pas qu'elles se mêlent des affaires familiales de Rio. Ensuite, il révèle que son père est mort avant même qu'il ait pu le connaître, alors il a vécu avec sa mère jusqu'à ce qu'elle meure elle aussi. Rio explique qu'il voulait venir ici pour pouvoir ériger des tombes pour ses parents et leur rendre hommage avec une véritable cérémonie commémorative. Yuba lâche alors la bombe. Elle est la mère de Zen, ce qui signifie qu'elle est la grand-mère de Rio. Elle révèle ensuite qu'elle a déjà fait ériger des tombes pour ses 2 parents et l'emmène sur place afin qu'ils puissent leur rendre hommage. Elle explique aussi que ses parents ont dû quitter Yagumo pour une raison urgente et que ceux qui savaient qu'ils ne reviendraient jamais ont fait des tombes pour se souvenir d'eux. Rio lui demande si elle se sent prête à partager la raison de leur départ, mais Yuba lui répond qu'elle le fera quand le moment sera venu. Elle lui demande alors de vivre avec elle, lui rappelant qu'il est son petit-fils et qu'elle veut veiller sur lui. Elle révèle ensuite qu'elle vit avec Ruri, qui est la fille du frère aîné de Zen, ce qui fait d'elle la cousine de Rio. Elle lui demande alors à nouveau de rester avec elle et promet qu'elle ne dira rien à personne au sujet de ses parents, du moins pour l'instant. Après le départ de Yuba, Rio reste là un moment avant de les rejoindre, elle et Ruri, pour le dîner. Le lendemain, Rio se réveille tôt pour leur préparer le petit déjeuner, mais il est distrait lorsque Ruri apparaît habillée comme une streameuse aguicheuse. Cependant, dès qu'elle se rend compte qu'il y a un invité à la maison, elle panique et retourne en courant dans sa chambre pour se changer. Plus tard, Rio décide de préparer une soupe miso pour tout le monde, et au cours de la préparation, il apprend que Yuba et Ruri savent toutes les deux utiliser les arts spirituels. Il les surprend alors en faisant bouillir de l'eau grâce à son propre art spirituel, ce que même Yuba n'est pas capable de faire. Peu après, les amis de Ruri, Shin et Sayo arrivent et, après les présentations, ils se régalent de la délicieuse soupe miso préparée par Rio. Une fois le repas terminé, Yuba demande à Shin d'emmener Rio chez Dola car il pourrait vouloir devenir chasseur. Shin s'inquiète que Rio ne soit pas fait pour ce travail parce qu'il a le physique d'un homme petit et mince, mais Yuba le rassure en disant qu'il est bien plus capable qu'il n'en a l'air. Pour tester ses compétences, Shin accepte de l'emmener, mais après leur départ, Ruri remarque que Sayo commence à craquer pour lui. Pendant ce temps, les garçons retrouvent Dola pour aller chasser et Rio surpasse largement Shin, ce qui le frustre énormément. Sur le chemin du retour, Rio se rend compte qu'il s'est sali en chassant, alors il fait littéralement apparaître un véritable bain thermal de nulle part. Après s'être détendu dans l'eau chaude, il sort du bain et trouve Ruri et Sayo dehors, toutes deux émerveillées par tout ce qu'il est capable de faire avec ses arts spirituels. À ce moment-là, Ruri sent quelque chose de frais sur Rio et pousse même Sayo contre lui pour qu'elle puisse aussi le sentir. Rio révèle que c'est l'odeur du savon, ce qui les étonne encore plus. Lorsque Shin et ses amis arrivent, elle leur dit que Rio a créé un bain grâce à ses arts spirituels. Mais Shin lui fait la tête froide car Rio le surpasse déjà en tout. Ruri le réprimande pour son impolitesse et même sa propre sœur Sayo n'apprécie pas la façon dont il traite Rio, ce qui le frustre encore plus. Au fil des jours, Rio devient le chouchou des dames pour avoir aidé dans les fermes, et Sayo développe un béguin pour lui. Après une récolte abondante, Yuba lui dit qu'ils vont vendre leur riz excédentaire à la capitale royale et qu'elle souhaite qu'ils protègent leur équipe de transport. Pendant ce temps, chez Yuba, Shin et ses amis se disputent avec un homme nommé Gon, qui a envahi leur maison sans permission. Lorsque Gon essaie de draguer Sayo et Ruri dans les bains, Shin se prépare à l'affronter mais Ruri lui dit de ne pas le faire car Gon est le fils du chef du village voisin. Elle demande alors à Gon pourquoi il est ici, et il explique qu'il doit passer la nuit chez elle parce que sa charrette est en panne et qu'il faudra du temps pour la réparer. Lorsqu'elle lui dit d'aller à la maison d'hôte, Gon répond qu'il sera de toute façon son mari, donc ça ne changera pas grand chose s'il lui prend sa virginité dès maintenant. En entendant cela, Shin perd son sang-froid et attaque Gon, mais l'homme bloque facilement le coup et commence à l'étrangler. À ce moment-là, Yuba arrive et ordonne à Gon de lâcher Shin.
Ensuite, elle réprimande Gon pour être allé trop loin et lui dit d'utiliser la maison d'hôte à la lisière du village pour la nuit. Alors que Gon et ses hommes s'éloignent tranquillement, ils croisent le regard de Ryo. Gon essaie de donner un coup de pied à la jambe de Ryo mais finit par trébucher, alors il s'en va embarrassé. Une fois qu'il est parti, Yuba demande à tout le monde de rentrer chez soi et leur interdit de sortir tant que Gon et ses hommes ne seront pas partis. Cette nuit-là, Ryo donne aux filles un amulette rouge de protection et leur demande de la placer quelque part dans la chambre. Pendant ce temps, Gon et ses hommes se reposent dans leur maison d'hôte et ils préparent clairement quelque chose de sinistre. Le lendemain, un contrôleur des impôts, Hayat, arrive au village et Yuba ainsi que Ryo l'accueillent chez eux en lui offrant un bon repas. Ce soir-là, Ryo s'entraîne à manier l'épée dehors lorsqu'il remarque que les filles l'observent en cachette. Lorsqu'elles le rejoignent, elles lui demandent pourquoi il pratique les arts martiaux, ce qui le ramène à un souvenir où Haruto promettait de protéger Miharu quand il était jeune. Il leur explique qu'il était amoureux quand il était jeune et qu'il a appris les arts martiaux pour la protéger, mais qu'ils ne sont plus en contact et qu'elle s'est trouvé un autre amoureux. Cette nuit-là, alors que les filles dorment, Gon s'introduit discrètement dans leur chambre, mais la pilule rouge que Ryo leur a donnée commence à briller. Avant que Gon ne puisse poignarder Ruri avec sa saucisse, Ryo arrive et le prend la main dans le sac. Le voir dans cet état lui rappelle l'homme qui a assassiné sa mère, alors Ryo laisse tomber toute politesse et le passe à tabac sans ménagement. Heureusement, Hayat et ses hommes arrivent à temps pour l'empêcher de tout simplement mettre fin à la partie pour Gon. Pendant que Sage soigne Gon, il ordonne à ses hommes d'avertir le royaume afin que Gon soit puni comme il se doit pour ses crimes. Pendant ce temps, Ryo s'en va prendre l'air, réfléchissant au fait qu'il a failli ôter la vie à quelqu'un, ce qui ferait de lui le même genre de personne que celui qui a tué sa mère. Le lendemain, Hayat informe les filles que Gon a été placé en détention et elle remercie Ryo de les avoir sauvés. Cependant, Ryo pense qu'il leur a causé beaucoup d'ennuis et s'excuse. Et Yuba commente vaguement qu'il ressemble à quelqu'un qu'elle a connu autrefois, ce qui éveille la curiosité de Ruri. Quelques jours plus tard, alors que le village s'apprête à transporter du riz, Yuba remercie Hayate non seulement d'avoir emmené Gon en prison, mais aussi d'avoir protégé leur convoi. Hayate lui répond de ne pas s'en formaliser, car il est le serviteur du royaume et que c'est son devoir. Elle lui remet alors une lettre et lui demande de la donner à son père, Lord Goki, ce à quoi Hayate promet de la remettre dès son retour à la capitale. Le convoi part avec l'équipe de Hayate, mais une fois qu'ils se séparent, Ryo, Shin et Sayo sont chargés de le protéger. Quelques jours plus tard, ils arrivent à la capitale royale de Karasuki et s'installent dans un hôtel. Après s'être installés, Dola demande à Ryo et Shin de l'accompagner, et ensemble, ils s'assurent que Gon et son groupe arrivent tôt au nouveau quai de la prison. Cependant, Shin n'est pas content car il veut écraser les noix de coco de Gon avec un marteau. Plus tard, ils se rendent dans un shokudo où Dola les régale de kamyutan. Ensuite, Shin laisse enfin tomber son attitude de dur à cuire et remercie Ryo d'avoir sauvé sa sœur. Mais il lui dit de ne pas en parler. Le lendemain, Ryo et Sayo se rendent au marché pour acheter quelques affaires. Et sur le chemin du retour, il lui demande si elle aimerait manger un peu de kamyutan. Il lui dit aussi que Shin voulait lui en acheter pour qu'elle puisse en manger et en préparer pour lui à la maison. Peu après, il s'arrête à un stand de bijoux où la vendeuse demande à Ryo d'offrir quelque chose à sa jolie petite amie. Sayo lui dit rapidement qu'ils ne sont pas ensemble, mais Ryo lui suggère de choisir quelque chose pour elle-même. Bien qu'elle hésite au début, Sayo parcourt les articles et trouve une jolie épingle à cheveux. Elle l'essaie et l'adore absolument. Mais lorsqu'elle apprend que c'est une pièce coûteuse, elle dit à Ryo de ne pas l'acheter. Cependant, Ryo est un vrai charmeur et l'achète pour elle quand même. Alors qu'ils rentrent, ils aperçoivent du chaos dans la foule et voient un homme essayer d'enlever une fille nommée Kamomo. Il intervient rapidement et sauve la jeune fille, la confiant à son garde. Lorsque d'autres gardes arrivent sur les lieux, Ryo attrape la main de Sayo et lui dit qu'il est temps de filer. Plus tard, Lord Goki informe Hayat que quelqu'un a tenté d'enlever Komomo et qu'elle a été sauvée par un jeune homme courageux. Hayat demande qui est cet homme, mais Lord Goki lui dit que le garçon a disparu avant que les gardes n'arrivent. Il lui remet alors la lettre que Lady Yuba lui a confiée et l'informe qu'elle est d'une importance capitale. En lisant la lettre, Lord Goki est bouleversé et demande à Hayate s'il a rencontré quelqu'un du nom de Ryo. Pendant ce temps, Ryo et Sayo reviennent avec les provisions, et Sayo dit à Shin qu'elle a enfin goûté au kamyutan. Alors elle fera de son mieux pour le recréer une fois rentrée chez eux. Lorsqu'on lui demande à propos de la barrette, Sayo se met à rougir, ce qui fait comprendre à tout le monde qu'elle va passer une nuit mouvementée. À ce moment-là, Hayate arrive à la porte et ils tiennent une réunion avec son père, Lord Goki, et sa femme, Kayoko. Ils révèlent qu'ils étaient tous deux les serviteurs de sa mère, Ima, et qu'elle était en réalité issue de la famille royale de Karasuki, ce qui choque Ryo. Il y a 20 ans, le royaume de Karasuki était en guerre contre le royaume de Rokiren, et le père de Ryo, Zen, s'est porté volontaire pour devenir soldat. Il avait un don naturel pour les arts spirituels et les arts martiaux, et grâce à ses compétences, il a obtenu le rang de noble guerrier.
À cette époque, Lord Goki a mis ses compétences à l'épreuve, et après avoir constaté qu'il était vraiment talentueux, il a recommandé que Zen devienne garde de la famille royale. Il a été assigné comme garde personnel d'Ima, et peu après, elle a commencé à s'attacher à lui. Une réunion de trêve a été organisée pour mettre fin à la guerre, mais le prince venu en tant qu'ambassadeur a commencé à s'intéresser à Ima. Cette nuit-là, il a envoyé ses hommes pour l'enlever pendant son sommeil. Mais Zen était là pour la protéger et a mis ses hommes en déroute. Furieux, le prince exigea qu'on exécute Zen et qu'Ima devienne sa femme, sinon il annulerait la trêve. C'est pourquoi, avec le soutien de son père, Ima a pris la décision de s'enfuir avec Zen. Lord Goki ajoute qu'il n'avait plus eu de nouvelles d'eux pendant toutes ces années, jusqu'à ce qu'il lise une lettre de Lady Yuba. Il est certain que Ryo est le fils d'Ima, alors il lui demande de les rejoindre au château afin que le roi et la reine puissent rencontrer leur petit-fils. Le lendemain, Ryo rencontre enfin le roi Amura et la reine Shizuku qui lui demandent de laisser tomber les formalités. Une fois installé, Shizuku lui demande des nouvelles de ses parents et il leur dit franchement qu'ils sont morts depuis longtemps. Amura lui demande des détails, alors Ryo leur explique que son père est mort avant qu'il ne puisse le connaître et qu'il a vécu heureux avec sa mère jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis elle est morte elle aussi, et il se débrouille seul depuis ce jour. Il dit que la cause de sa mort est brutale, mais ils insistent pour qu'il leur raconte ce qui s'est passé. Il finit par révéler qu'elle a été assassinée sous ses yeux par un homme nommé Lucius, qui travaillait autrefois avec son père en tant qu'aventurier. Un jour, alors qu'Ima était sorti, Lucius est entré chez eux et l'a forcé à boire un étrange liquide. Quand Ima est revenu, Ryo était à moitié inconscient, et Lucius lui a ôté la vie sous ses yeux. Après sa mort, Ryo a été abandonné dans les bas-fonds, et il a donc vécu comme orphelin pendant les 2 années suivantes. Puis un jour, il a sauvé une princesse et a été autorisé à intégrer une prestigieuse académie de magie en guise de récompense. Même s'il y a été traité durement, il a trouvé quelqu'un qui a rendu les choses beaucoup plus faciles. Après 5 ans passés à l'académie, il s'est lancé dans un voyage pour retourner dans sa terre natale afin de tenir la promesse faite à sa mère. Ses grands-parents sont persuadés que leur fille les détestait, alors ils sont soulagés d'apprendre qu'elle les considère toujours comme sa famille. Omura demande alors à Ryo à propos de l'homme qui a assassiné Ima, et il répond qu'il ne lui pardonnera jamais. Il dit que la vengeance est la seule chose qui le motive, et même si Omura comprend, il lui demande de faire attention car la vengeance mène souvent au malheur. Après cela, Omura lui demande d'affronter Lord Goki en duel, car il est le guerrier le plus fort du royaume. Sa raison est que Lucius a peut-être aussi éliminé Zen, donc s'il veut l'affronter, il doit être assez fort pour au moins tenir tête à Lord Goki. Alors qu'il se dirige vers le terrain d'entraînement, il croise Komomo et sa garde, qui leur apprend que c'est Ryo qui les a sauvés plus tôt. Au début du duel, Ryo impressionne Goki par sa vitesse et son habileté remarquable, ce qui pousse Goki à utiliser son attaque la plus puissante. Cependant, cela le pousse à baisser sa garde, et Ryo profite de cette fraction de seconde pour renverser la situation. À la surprise générale, Ryo finit par vaincre Goki. Sur ce, il se prépare à venger ses parents, prêt à accepter la dure réalité de ce monde. Ce soir-là, Ryo révèle à Ruri qu'il est son cousin germain et le prince de ce royaume, et Yuba confirme ses dires. Au début, Ruri pense qu'il se moque d'elle, mais Yuba lui assure que Ryo dit la vérité. Elle s'agenouille aussitôt pour s'incliner devant lui, mais Ryo lui demande de ne pas le traiter comme un membre de la royauté. Ruri accepte à condition qu'il arrête de l'appeler mademoiselle, et utilise plutôt son prénom, ce que Ryo accepte. Il lui révèle alors qu'il prévoit de quitter le village l'année prochaine, ce qui attriste Ruri. Elle lui demande s'il reviendra la voir, et Ryo répond qu'il le fera si on le lui permet, bien que sa formalité l'agace. Le lendemain, Ryo retrouve les autres et il remarque qu'il s'adresse à Ruri de façon informelle, et vice-versa. Lorsqu'on lui demande pourquoi, Ruri explique qu'ils vivent sous le même toit, alors elle lui a demandé d'être plus détendu avec elle. Au fil des jours, Ryo devient un membre important de la communauté et aide même à installer des turbines hydrauliques pour le village. Lors de la saison de plantation suivante, il enseigne une nouvelle méthode de plantation et remarque que Sayo prend du retard. Lorsqu'il vient l'aider, il lui dit qu'il souhaite superviser tout le village une fois qu'il sera parti, ce qui la prend au dépourvu car elle ne savait pas qu'il allait partir. Elle lui demande s'il viendra régulièrement, mais Ryo répond que ce ne sera pas possible car il veut voyager à travers le pays. Il ajoute qu'il n'en a parlé à personne, mais comme elle est une amie proche de Ruri, il voulait la prévenir à l'avance. En entendant cela, Sayo commence à avoir les larmes aux yeux, mais les essuie rapidement avant que Ryo ne puisse s'en apercevoir. Peu après, Ruri la rejoint et elle fait comme si tout allait bien en travaillant, même s'il est évident qu'elle est profondément blessée. Ce soir-là, Shin rentre chez lui et la trouve en train de sangloter. Il lui demande ce qui ne va pas. Sayo fait de nouveau semblant d'aller bien, mais Shin devine que Ryo a dû faire quelque chose et décide d'aller lui régler son compte. Cependant, Sayo l'arrête, disant qu'elle est triste parce que Ryo quitte le village. Shin décide donc d'aller lui parler. En arrivant chez Yuba, Shin s'incline et supplie Ryo de rester au village, ce qui le choque. Sayo les rejoint rapidement et s'excuse pour les ennuis causés par Shin avant de le tirer à l'écart.
Au fil des jours, Sayo met tout son cœur à s'entraîner aux arts spirituels, à renforcer son corps et à perfectionner ses compétences à l'épée. Pendant ce temps, les récoltes sont enfin terminées et le village organise comme d'habitude un festival pour célébrer l'événement. Durant le festival, Goki met au défi quiconque de le battre à la lutte, tandis que sa femme Kryoko aide aux autres tâches. Alors que Ryo la remercie pour son aide, Sayo arrive et demande si elle peut avoir un moment seul avec lui. Elle l'emmène dans les bois et Ryo remarque qu'elle porte toujours la barrette qu'il lui a offerte l'année précédente. Sayo finit alors par avouer qu'elle est amoureuse de lui, et même s'il est surpris, il s'excuse car il ne peut pas lui rendre ses sentiments. Lorsqu'il explique qu'une des raisons est qu'il va quitter le village, elle lui demande aussitôt de l'emmener avec lui, révélant qu'elle a travaillé très dur pour ne pas le ralentir. Elle le supplie de l'emmener, mais Ryo refuse calmement, disant qu'il ne peut pas lui rendre ses sentiments. Même ainsi, elle dit que cela lui est égal qu'il l'aime en retour ou non. Tout ce qu'elle veut, c'est rester à ses côtés. Malgré cela, Ryo lui dit non et s'éloigne, remarquant que Shin l'observait depuis tout ce temps. Après son départ, Sayo fond en larmes. Shin arrive pour la réconforter, suivi du seigneur Goki qui lui demande si elle aime Ryo au point de renoncer au village où elle a grandi. Sayo répond oui, alors il décide de l'entraîner pour qu'elle devienne plus forte. Quelques jours plus tard, le moment du départ de Ryo arrive enfin et il remercie Yuba et Ruri pour tout avant de se lancer dans son voyage. En chemin, il tombe sur Sayo qui l'attend à l'entrée du village. Elle lui souhaite bonne chance pour son voyage et promet de faire de son mieux, puis ils se disent au revoir avant de se séparer. Peu après, il arrive au village des hommes bêtes pour retrouver Latifa et elle l'accueille avec une grande étreinte. Alors qu'il festoie avec les anciens, il leur parle de Yuba et Ruri et leur dit qu'il souhaite rencontrer Latifa. Il révèle aussi qu'il ne compte rester que quelques mois cette fois, mais il promet à Latifa qu'il reviendra plus tôt cette fois-ci. Lorsque les anciens lui demandent s'il a besoin de quelque chose pour le voyage, il leur révèle qu'il pensait à avoir une maison portable dans la cache spatio-temporelle. Il décide de confier la construction de la maison à Dominique et lui conseille de passer du temps avec Latifa et les autres en attendant. Ce soir-là, il rentre chez lui et remarque que tout le monde a beaucoup grandi depuis la dernière fois qu'il les a vus. Voir les filles s'amuser lui donne l'impression d'être enfin chez lui, du moins pour l'instant. Quelques jours plus tard, les filles se réveillent en entendant le cri de Ryo et se précipitent dans sa chambre pour le trouver affolé, tenant dans ses bras une petite fille aux cheveux roses. Les filles pensent qu'il a mangé un biscuit la veille au soir, mais il leur assure que c'est un malentendu et qu'il ne sait même pas qui est cette fille. Après quelques échanges, la fille finit par se réveiller et révèle qu'elle est l'esprit avec lequel il a passé un pacte. Ryo se souvient alors que Dryas lui avait dit qu'il avait un esprit en lui et il fait le lien. Cependant, il ne se souvient pas d'avoir passé un pacte avec elle et réalise qu'elle est la même fille qui est apparue lorsqu'il a été attaqué dans les bas-fonds. Lorsqu'il lui pose ces questions, elle lui répond tristement qu'elle ne sait pas. Quand il demande aux filles, elles disent qu'elles n'ont jamais vu d'esprit sous forme humaine auparavant, donc elles n'ont aucune idée de comment cela fonctionne. Il lui demande alors son nom, mais elle répond qu'elle n'en a pas et aimerait qu'il lui en donne un. La jeune fille lui demande pourquoi elle l'a appelé Haruto tout ce temps, et Ryo promet de lui expliquer plus tard. Il commence alors à parler avec l'esprit, découvrant qu'ils ont la capacité de communiquer par télépathie. Elle lui demande s'il veut qu'elle l'appelle Ryo, mais il lui dit que Haruto lui convient aussi. Quant à lui donner un nom, Ryo dit qu'il a besoin d'un peu de temps car tout s'est passé trop vite et que son cerveau a du mal à suivre. Les filles suggèrent alors d'aller parler aux anciens, car Lady Dryas est aussi un esprit à forme humaine et pourrait avoir des conseils à leur donner. Ryo demande à l'esprit de les accompagner et elle se lève tranquillement, exposant toute sa silhouette avant de générer une nouvelle robe grâce au mana. En voyant sa beauté, Ryo se rappelle Muharu avec des cheveux semblables à des fleurs de printemps chaleureuses, alors il décide de l'appeler Aishiya. Sarah révèle que cela signifie « printemps chaleureux » et Ryo ajoute qu'il a eu la même impression en la regardant. Peu après, ils emmènent Aishiya voir les anciens, qui ne parviennent pas à comprendre pourquoi elle a perdu la mémoire lors de son éveil. C'est alors que Lady Dryas arrive et se présente à Aishiya. Après avoir parlé avec elle, même Dryas ne parvient pas à comprendre pourquoi elle ne se souvient de rien. Et lorsqu'elle lui demande ce qu'elle sait, Aishiya répond qu'elle ne connaît que Haruto. Ryo explique alors que Haruto est le pseudonyme qu'il utilise dans la région de Stral parce qu'il y est recherché, cachant volontairement le fait que Haruto est la personne qu'il était autrefois. Dryas demande alors à Aishiya avec quel élément elle se sent le plus à l'aise et elle répond « tous », ce qui choque tout le monde. Pour tester ses pouvoirs, il l'emmène dehors pour un duel contre Ryo, et tous deux offrent un véritable spectacle à tout le monde. Ils s'affrontent aussi bien en arts martiaux qu'en arts spirituels, au point que Ryo doit se donner à fond contre elle. Lorsque les choses commencent à devenir un peu trop intenses, Lady Dryas interrompt le combat avant qu'il ne transforme tout le village en cratère. Ils reconnaissent tous qu'Aishiya est vraiment forte, mais comme elle n'est pas encore stable, Dryas prend sur elle de l'entraîner. Au cours des semaines suivantes, Aishiya s'entraîne aux arts spirituels tout en apprenant de plus en plus sur le monde dans lequel elle se trouve. Peu après, Dominique emmène Ryo à la maison portable qu'il a fabriquée et lui demande de poser une fondation avant de l'utiliser.
Rio le remercie pour son aide et lui demande d'informer les autres anciens qu'il partira demain, tandis que tout le monde s'en va lui préparer le dîner. Sarah reste en arrière et lui conseille de parler à Latifa, car elle ne va pas prendre cela à la légère. Ce soir-là, alors qu'il se détend dans le bain, il se rend compte qu'il a été très égoïste depuis le réveil d'Aïcha et qu'il n'a pas pris de temps pour Latifa. À ce moment-là, Latifa entre dans le bain et demande si elle peut lui laver le dos. Et lorsqu'il refuse, elle se fâche assez fort. Finalement, Rio accepte de la laisser faire ce qu'elle veut et tous deux profitent de ce moment pour se rapprocher. Elle lui confie que, dans sa vie précédente, elle s'appelait Suzun, et elle lui dit cela parce qu'elle veut savoir quel était son nom à l'époque. Rio lui répond qu'il s'appelait Haruto au Japon, mais qu'il a raconté une autre histoire à tout le monde. Latifa révèle alors qu'elle prenait le même bus pour aller à l'école tous les jours, et qu'il y avait un garçon plus âgé qui s'asseyait en face d'elle chaque jour. Rio réalise qu'elle était présente lors de l'accident et s'excuse d'avoir été un mauvais frère. Mais Latifa le serre dans ses bras et lui demande de rentrer à la maison bientôt. Le lendemain, avant de partir, Rio reçoit des cristaux de téléportation de la part des anciens afin qu'il puisse revenir quand il le souhaite. Il reçoit également une oreillette qui lui permet de changer la couleur de ses cheveux afin de se déguiser dans la région de Stral. Après avoir dit au revoir, Rio emmène Aïcha avec lui et en chemin, il lui explique qu'ils vont là-bas pour rencontrer Celia. Pendant ce temps, Celia serre précieusement la seule lettre qu'elle ait jamais reçue de Rio lorsque Charles arrive et commence à flirter avec elle. Celia supporte ses bêtises jusqu'à ce qu'un messager arrive et lui demande de s'occuper de ses devoirs. Peu après, Rio et Aïcha arrivent dans la région de Stral et Rio utilise l'oreillette pour changer la couleur de ses cheveux. Il se rend dans une boulangerie pour acheter des douceurs, où il apprend qu'il y a foule parce qu'un mariage royal aura lieu demain. Cette nuit-là, Rio s'introduit dans l'académie avec Aïcha, qui utilise sa forme spirituelle pour l'aider à entrer. Arrivé devant la chambre de Celia, Rio découvre que le laboratoire a été complètement vidé et décide de vérifier les autres pièces. Grâce à la magie d'Aïcha, il interroge un autre chercheur au sujet de l'endroit où se trouve Celia pour apprendre qu'elle est au palais royal parce qu'elle se marie demain. Pour ne rien arranger, elle va épouser Charles, le même idiot qui a torturé Rio toutes ces années auparavant. L'homme révèle également que la situation a dégénéré lors de la récente guerre et qu'ils ont à peine réussi à entamer des négociations de paix avec l'ennemi. Cependant, afin de maintenir l'unité en cette période de paix, la famille royale a décidé d'un mariage politique entre Celia et Charles. Il lui apprend aussi que l'ancien duc, Philippe, a fui le royaume avec sa famille et que les tensions sont à leur comble parmi les nobles. Après avoir endormi l'homme, Rio quitte le laboratoire et dit à Aïcha qu'il doit voir Celia en personne avant le mariage. Aïcha veut l'aider, alors elle décide d'utiliser sa forme spirituelle pour trouver un passage sûr à l'intérieur du palais royal. Ce soir-là, Celia dîne avec son père, Roland et Charles, qui révèlent qu'ils prévoient d'organiser une grande cérémonie afin que tout le monde voit que leurs maisons sont alliées. Pendant que les hommes discutent d'autres sujets futiles concernant le mariage, Celia reste assise en silence, arborant un sourire doux mais faux sur le visage. Charles évoque également les rumeurs selon lesquelles certains nobles, dont Roland, auraient été en contact avec l'ancien duc. Mais Roland lui répond sévèrement qu'il est loyal au royaume et que ce sont de fausses accusations. Malgré cela, Charles continue de lui parler sur un ton condescendant, et Roland reste silencieux car il ne veut pas qu'une guerre civile éclate. Pendant ce temps, alors que Rio attend à l'extérieur du palais, Aïcha lui transmet par télépathie un passage sûr. Dans sa chambre, Celia se prépare mentalement à épouser Charles et à devenir sa propriété, et elle serre contre elle la lettre que Rio lui a envoyée des années auparavant pour se réconforter. Même après toutes ces années, elle se caresse encore chaque nuit en pensant à lui, alors elle décide de brûler sa lettre. À ce moment-là, Rio s'introduit discrètement dans sa chambre, ce qui la surprend d'abord. Mais dès qu'elle le reconnaît, elle se précipite dans ses bras. Elle remarque qu'il a beaucoup grandi, mais Rio plaisante en disant qu'elle reste une petite terreur à quatre pattes, ce qui l'agace. Celia s'enthousiasme à l'idée d'entendre ses histoires des 4 dernières années, alors elle lui prépare aussitôt du thé, comme elle le faisait à l'académie. Rio sait qu'elle essaie de cacher sa douleur, alors il lui demande franchement si elle va épouser Charles. Celia garde le sourire et répond oui, alors Rio lui demande si c'est vraiment ce qu'elle souhaite. Celia lui donne une réponse politique, lui disant qu'elle a consenti à ce mariage. Mais Rio n'est toujours pas satisfait et lui demande si elle le fait pour sa famille. Celia choisit de continuer à jouer la comédie, affirmant qu'elle est prête à se marier et que Charles est un homme gentil et chevaleresque. Quand Rio la regarde, tout confus, elle se fâche et lui demande s'il compte l'épouser à la place. Cependant, elle reprend rapidement le contrôle de ses émotions et lui dit qu'elle plaisantait. Puis, tout à coup, elle lui dit qu'il devrait partir et lui demande même de ne pas assister à la cérémonie demain car ce serait trop embarrassant pour elle. Rio reste là sans dire un mot, alors elle le pousse dehors et lui donne 20 secondes pour partir. Après son départ, Celia le remercie dans son cœur d'être venue la voir à nouveau et s'excuse aussi de l'avoir mis à la porte, car elle ne peut pas le laisser s'en mêler dans cette histoire. Dehors, Rio dit à Aïcha qu'il n'a pas réussi à découvrir les véritables sentiments de Celia, mais il sait qu'elle ne veut pas de ce mariage, même si elle prétend le contraire.
Aisha lui dit de faire quelque chose à ce sujet et quoi qu'il fasse, elle lui promet d'être à ses côtés. Le lendemain, Ress arrive au royaume et est accueilli par Charles en personne, qui lui demande de rester un moment. Ress lui rappelle que même en temps de paix, ils viennent de camps opposés et que cela posera problème s'ils deviennent trop amicaux. Alors que les deux discutent, Raz sent soudainement la présence d'un esprit à proximité et se met sur ses gardes. Pendant ce temps, alors que Celia s'habille, Charles arrive et la présente à ses 6 autres épouses, ce qui la laisse sous le choc. La première, Tenesha, explique à Celia que même si elle vient d'une famille noble, elle est la dernière parmi elles et sera traitée comme telle une fois qu'elle épousera Charles. C'est alors que Celia apprend que Christina est venue la voir. Celia demande donc calmement aux autres épouses de poursuivre cette discussion plus tard. Après l'arrivée de Christina, elle exige que les autres épouses de Charles les laissent seules afin qu'elle puisse passer un moment en privé avec son ancienne amie. Après avoir échangé quelques politesses, Christina s'excuse auprès de Celia car elle sait que ce mariage a lieu pour couvrir le désordre laissé par son père lorsqu'il a fui le royaume. Celia lui dit qu'elle épouse Charles parce qu'elle le veut, mais Christina n'y croit pas car Celia a perdu son sourire. Elle dit qu'elle l'admirait lorsqu'elle était étudiante, donc si Celia a besoin d'aide, il lui suffit de demander. Celia ignore sa proposition et lui souhaite bonne chance pour résoudre ses problèmes familiaux. Peu après, la cérémonie de mariage commence officiellement et les gens commencent à appeler Celia la mariée d'argent à cause de ses cheveux argentés. Charles profite de l'occasion pour faire savoir à Celia qu'il compte explorer ses chambres secrètes ce soir. Alors que leur carrosse se dirige vers le palais, Celia entend soudain la voix d'Aisha qui lui dit de regarder à droite. Lorsqu'elle s'exécute, elle aperçoit Rio déguisé et se met à sangloter. Quand Charles lui demande pourquoi elle pleure, elle lui répond qu'elle est simplement submergée par l'émotion et se ressaisit rapidement. Lorsque le carrosse s'arrête, Charles se lève et lui tend la main. Mais avant que Celia puisse la prendre, elle voit Rio courir vers elle alors que les gardes l'encerclent. Rio commence à les faire tomber comme des dominos jusqu'à ce qu'il se retrouve face à la dernière ligne de défense entre lui et Celia. Charles est persuadé que ses élites vont facilement le neutraliser, mais Rio les dépasse sans effort et lui assène un coup de poing dans le ventre. Alors que Charles tombe à genoux, Rio brandit soudain un couteau sous la gorge de Celia, ce qui plonge tout le monde dans la panique. Grâce à la télépathie, il explique à Celia que tout cela fait partie de son plan et qu'elle n'a qu'à rester silencieuse un moment. Il lui demande alors à nouveau si c'est vraiment ce qu'elle veut et Celia continue de jouer son rôle. Rio lui demande ensuite si elle a été forcée à ce mariage et sa réaction en dit long. Il lui dit qu'il peut tout arrêter si elle le lui demande. Et même s'il sait qu'il agit de façon insensée, elle compte trop pour lui, c'est pourquoi il ne peut pas la laisser partir sans avoir tout essayé. Il lui demande une dernière fois et Celia répond que si elle met ses sentiments en avant, cela causera des problèmes à sa famille, ce qu'elle ne veut pas. Rio lui dit qu'il est parfois normal d'être égoïste et que si elle voulait vraiment ce mariage, elle ne fixerait pas le vide comme si c'était à lui de payer son loyer. Après avoir réfléchi, Celia demande à Rio de l'emmener et le gars traverse la foule en la portant dans ses bras. Après avoir sauté par-dessus les soldats à pied, il utilise les arts spirituels pour repousser les mages, et Raz commence à soupçonner que ce type pourrait être le même Rio qu'il y a 4 ans. Pour tester sa force, Raz lance une boule de magie noire sur lui et Rio parvient à la dévier, ce qui impressionne Raz. Alors que Rio continue d'avancer, le chef de la sécurité Alfred déploie des troupes aériennes à sa poursuite et laisse Vanessa aux commandes pendant qu'il part avec les troupes au sol. Pendant ce temps, Rio court sur les toits pour éviter les unités de Griffon, mais lorsqu'il se rend compte qu'elles sont plus rapides qu'il ne le pensait, il confie Celia à Aisha afin de pouvoir les semer plus facilement. En le voyant les mains vides, les troupes aériennes commencent à tirer sur lui, mais il esquive habilement toutes leurs attaques. Après avoir brièvement affronté les troupes au sol, il décide de continuer sa route mais est arrêté par Alfred, qui le défie en duel. Alors que les deux commencent à se battre, Alfred s'avère être l'adversaire le plus fort que Rio ait affronté jusqu'à présent, et le combat devient d'autant plus difficile que Rio refuse de lui faire du mal. Cependant, Alfred pense qu'il est sous-estimé et décide d'utiliser toute sa force. D'un puissant assaut, Alfred provoque une énorme explosion qui semble anéantir Rio, mais en réalité, ce dernier a profité de la lumière pour s'échapper. Pendant ce temps, Celia se trouve sur une falaise non loin avec Aisha, et alors qu'elles sont frappées par un orage, elle prie pour la sécurité de Rio. Peu après, Rio arrive et Celia est ravie de le voir sain et sauf. Elle remercie Rio de lui avoir redonné espoir car avant qu'il n'arrive, elle avait abandonné la vie et comptait aller jusqu'au bout du mariage. Rio lui dit qu'il lui doit beaucoup et qu'il fera tout pour la rendre heureuse. Alors qu'ils décident de leur prochaine destination, les montagnes autour d'eux sont toutes frappées simultanément par des éclairs de différentes couleurs. Aisha comprend rapidement qu'il s'agit de signes d'invocation et demande à Rio de les aider pendant qu'elle s'occupe de Celia. Peu après, Rio trouve ses invocations capturées par des bandits et les sauve. L'une de ces invocations s'avère être son amour d'enfance, Miharu, ce qui laisse l'homme complètement sous le choc. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez, j'aime les pieds pour le prouver.